maintenant, je vais appeler Iria. Donc, je vais rappeler en 2 mots qui est Iria pour les personnes qui nous rejoignent en cours de route. Donc, Iria Galvan est bien une chercheuse. Ici, on passe dans un tout autre domaine. Elle est chercheuse à lire, écrire Bruxelles, et elle a fait une enquête de terrain. Donc, elle a rencontré à la fois des personnes en situation d'illettrisme et des travailleurs qui travaillent au sein de différentes associations. Et elle leur a posé cette question de comment ils entreprenaient les démarches au sein de services d'intérêt général. Donc comment pratiquement ils se débrouillaient avec ce numérique, quelles étaient les difficultés qu'ils rencontraient, donc pourquoi ils rencontraient des difficultés et quelles étaient les conséquences. Donc elle a fait une étude là-dessus et elle va nous parler donc des grandes lignes et grands constats de son enquête. Donc je vais lui céder la parole et la place et je la rejoindrai tout à l'heure. Merci Iria. Merci beaucoup Cécilia. Bon, bonjour à tous et à toutes. Je vais présenter ce travail de recherche qui a commencé en 2019 et que j'espère qu'il sera publié bientôt. Et donc, du coup, on a travaillé sur les personnes analphabètes à la preuve de la dématérialisation d'un service d'intérêt général. Donc, je vais vous présenter ici un peu une partie de cette étude. Donc, une petite introduction, la méthodologie, même si on va passer très rapidement, les contextes. Et ensuite, je vais aller vers les causes de difficultés d'accès aux services d'intérêt général dématérialisés. Donc, pourquoi c'est difficile pour les personnes analphabètes d'accéder aux services d'intérêt général quand ils sont dématérialisés. Et ensuite, quelles sont les conséquences de ces difficultés. Je vais finir avec une réflexion un peu plus philosophique. Et donc, voilà. Donc, je commence avec l'introduction. Je voulais vous présenter une introduction un peu comme une espèce de vol un peu large. Et donc, pour ça, je m'appuie sur une philologue française qui s'appelle Clarisse Ehrensmith et qui a publié un ouvrage sur les révolutions graphiques qu'il y a eu dans l'histoire de l'humanité. Donc, il y en a eu 3. Donc, la création, l'invention de la lecture et de l'écriture, l'invention de la monnaie frappée, et ensuite, elle nous dit que la 3e révolution graphique est l'écriture numérique. Mais une différence majeure, c'est que la lecture et l'écriture a été créée il y a 53 siècles et qu'elle s'est imposée d'une façon douce, on va dire, je ne sais pas si c'est douce, mais lente, en Europe occidentale. Preuve est qu'aujourd'hui, on a des personnes qui encore ne savent pas lire et écrire. Mais l'écriture numérique a été créée plus ou moins il y a 70 ans et elle s'impose à une vitesse spectaculaire. Donc, on est face à cet paradoxe. Et je reprends ici un rapport qui a été fait par l'Union européenne et qui nous dit « Nous vivons un véritable paradoxe. En même temps que le numérique s'impose en Europe, en même temps, il y a des personnes qui ne savent pas lire et écrire. » Donc, dans ce travail-là, nous, on a voulu travailler justement sur ce paradoxe. Quelle a été la méthodologie? Bon, ici, je allais vous présenter un peu comment est-ce qu'on est arrivé à ce sujet de recherche. Donc, en 2018-2019, on a fait un sondage parmi les personnes analphabètes qui fréquentent, notre association, et sur leur accès et les usages qu'ils font des nouvelles technologies. À partir de là, on s'est demandé, ok, d'accord, mais quelles sont les conséquences sur l'accès aux droits? Donc, on avait pensé commencer par une étude des cas, donc des 3 cas, 3 services d'intérêt général, donc les mutuelles, les services bancaires et Actiris. Actiris, c'est les services bruxellois d'aide à l'emploi. Mais en mars 2020, que c'est quand on a commencé notre travail de terrain, il y a eu la crise sanitaire et les conditions ont vraiment changé. D'abord, il y a eu une accélération spectaculaire de la numérisation et la dématérialisation des services d'intérêt général. Et en même temps, quand on a interviewé les personnes, donc pendant tout 2020, plus ou moins, les personnes n'avaient pas envie de se concentrer que sur les mutuelles, sur les services bancaires ou sur Actiris. Ils avaient une envie de parler de toutes les difficultés qu'ils avaient eues pendant toute l'année, qui étaient beaucoup. Et donc nous,
j'ai décidé, je vais parler en première personne, de laisser la parole libre. Et ça a amené à changer notre étude et commencer par quelles sont les difficultés qui ont les personnes et quelles sont les conséquences d'une façon large, d'une façon générale, sur les services d'intérêt général. Et donc, quand je parle des services d'intérêt général, je parle des services qui répondent à des besoins collectifs et qui en Belgique peuvent être des institutions publiques, mais aussi des entreprises, des associations, des mutuelles. Nous parlons des administrations publiques, mais nous parlons aussi de l'éducation, de l'action sociale, du chômage, du logement, du traitement des déchets, des services d'électricité. Donc, les services d'intérêt général sont vraiment très, très larges. Et quand je parle aussi de dématérialisation, je parle d'un processus qui implique deux choses. D'un côté, la numérisation, donc le fait que les services créent des pages web et des applications, et un autre processus qui se passe pour l'instant parallèlement, c'est la fermeture ou la réduction d'autres canaux de communication, de communication. Donc les guichets, les téléphones, les papiers, etc. Voilà. Donc, c'est une étude qualitative. Donc, on s'est appuyé sur des entretiens semi-directifs et on a interviewé des personnes en situation d'analphabétisme et aussi des travailleurs d'associations qui se sont vus pendant ces mois-ci depuis le début de la crise sanitaire, ils ont dû aider les personnes à accéder aux services d'intérêt général qui s'est dématérialisé. Ils faisaient déjà un peu ce travail-là avant, mais maintenant, ce travail a été amplifié énormément. Par rapport au contexte, il y avait plein de choses à dire, mais bon, j'ai voulu simplement ici vous donner quelques données. Pour commencer, c'est que les difficultés pour accéder aux services d'intérêt général étaient déjà présents avant la dématérialisation. Il y avait des personnes qui avaient des difficultés pour accéder aux droits et aux services. C'était déjà présent. Qui étaient ces personnes-là? Étaient des personnes peu formées, des personnes qui ne connaissaient pas une des deux langues qui sont utilisées ici à Bruxelles. Et quand je dis des personnes peu formées, je parle spécialement des personnes en situation d'analphabétisme. Donc, les personnes analphabètes avaient déjà des problèmes pour accéder aux services d'intérêt général avant la dématérialisation. Lire et écrire, nous, on considère qu'un Belge sur 10 a des difficultés avec la lecture et l'écriture. Nous, on n'a pas fait une enquête, mais on se base sur les enquêtes qui ont été faites dans des régions et des pays proches, comme par exemple la Flandre et la France. Donc, on calcule qu'un adulte sur 10 a des difficultés pour lire et écrire, et comme on l'a dit Sylvie avant, ce sont des personnes qui sont souvent issues des milieux socio-économiques les plus défavorisés, et que malheureusement, on voit, ils restent dans cette situation-là. Ils ont souvent beaucoup de problèmes pour trouver un emploi. Quand ils les trouvent, c'est souvent dans des conditions pénibles, précaires, mal payées. Les personnes que nous avons interviewées dépendent souvent du CPAS, n'ont pas de revenus, sont dans des situations compliquées au niveau social et économique. Et quand je parle aussi des personnes analphabètes à Bruxelles, je parle majoritairement des femmes et je parle majoritairement des personnes d'origine étrangère. Mais il y a aussi des personnes d'origine belge qui ont des difficultés avec la lecture et l'écriture. J'allais parler aussi du processus de dématérialisation, mais je me suis dit que c'est complexe à parler ici. Je vais dire seulement qu'il a commencé déjà il y a 20 ans, mais que la crise sanitaire a quand même accéléré ce processus. Par rapport aux personnes en difficulté avec les numériques en Belgique, donc les baromètres de l'inclusion numérique nous disaient il y a 2 ans, je pense que 4 adultes sur 10 en Belgique ont des difficultés ou se sentent vulnérables face à la numérisation. Et donc, ça qu'on voit, c'est qu'il y avait certaines personnes qui avaient des difficultés pour accéder aux services d'intérêt général avant la dématérialisation. Maintenant, ils ont encore plus de difficultés, puisque les difficultés qu'ils avaient avant ne se sont pas résolues avec la numérisation et avec la fermeture des guichets, sinon qu'ils se sont ajoutées. Et aussi, on voit qu'il y a des autres personnes, des personnes qui avant n'avaient pas de soucis, qui maintenant ont des soucis pour accéder aux services d'intérêt général.
Bon, tout ça pour arriver aux causes. Pourquoi c'est difficile? Donc, c'est difficile déjà parce que l'accès n'est pas encore assuré. Les inégalités d'accès persistent, et donc la fracture numérique, qui en parle souvent. Et en 2019, quand on a fait les sondages, on a vu déjà, par exemple, que seulement 46% des personnes qui fréquentent notre association ont un ordinateur, alors qu'à ce moment-là, 86% des Belges avaient un ordinateur. On voit aussi qu'ils ont souvent des difficultés où ils n'ont pas accès à d'autres équipements qui sont nécessaires aujourd'hui, comme les lecteurs des cartes d'identité ou une imprimante. Ce sont des technologies qui sont souvent nécessaires pour accéder aux services d'intérêt général. Et ils comptent souvent que sur leurs smartphones. Pourquoi? Parce que les smartphones, pour eux, c'est prioritaire puisqu'il permet de communiquer avec d'autres personnes d'une façon orale, avec des vidéos, parce qu'il permet de profiter des loisirs. Et les utilisations que font les personnes analphabètes sont souvent celles-ci. Mais il y a certains processus pour accéder aux services qui ne peuvent pas se faire avec un téléphone. Par exemple, on a analysé Actiris, faire une lettre de motivation dans un smartphone, c'est presque impossible. Donc, ils accèdent qu'à partir de leur smartphone avec une connexion Internet qui est souvent précaire, donc à partir des cartes. Pas toujours, mais assez souvent. Et il y a des autres inégalités par rapport aux compétences. Donc, je viens de dire, les personnes utilisent leur smartphone pour communiquer, surtout par exemple WhatsApp ou Messenger, mais il y a des autres compétences qui sont nécessaires pour accéder aux services d'intérêt général et qui sont très compliquées à acquérir par les personnes analphabètes, comme par exemple avoir un email, se rappeler et savoir l'utiliser. Donc déjà, on voit qu'il y a plein de personnes qui n'ont pas un email, des personnes en situation d'analphabétisme, et des autres qui en ont. Pourquoi? Parce que son cousin, sa compagne, a créé une adresse email pour que cette personne puisse utiliser les services d'intérêt général. Mais la personne ne connaît pas, ne se rappelle pas de cette adresse email, ni du mot de passe, parce qu'elle ne l'a pas créée et ne l'utilise pas. Et donc, on voit des personnes qui ont une adresse email, je ne sais pas si dire fantôme, puisque personne l'utilise, mais les services continuent à envoyer des informations vers cette adresse email. On voit aussi des personnes qui ont plusieurs adresses email, parce que comme ils ne se rappellent pas, donc à chaque fois qu'ils vont à un autre service, ou une fois qu'ils vont à un espace public numérique, il y a une personne qui, très gentiment, crée une adresse email pour faciliter l'accès à un autre service d'intérêt général. Et donc cette personne se retrouve avec 1, 2, 3 emails qui ne regardent pas. Et on a aussi des personnes qui ont un email, savent l'utiliser moyennement, mais qui après, ils ne savent pas lire. Donc du coup, l'email quand même de la commune, ils n'arrivent pas à les comprendre. Donc j'avais mis ici une phrase d'une formatrice en alphabétisation, Martha, qui m'avait dit une phrase que j'ai trouvée intéressante. Elle m'a dit, en s'intégrant, donc en créant des emails, en fait, il s'exclut parce qu'il ne reçoit plus de correspondances en papier, que c'est quand même fondamental pour eux. On va voir après pourquoi. Les méthodes d'authentification sécurisée, donc le lecteur de carte d'identité ou It's Me, par exemple, sont très, très compliquées pour les personnes analphabètes. Déjà, retrouver les codes PIN, et savoir utiliser les lecteurs, ça semble facile, mais c'est vraiment un calvaire pour les personnes que nous avons interviewées. Télécharger et installer des applications, c'est aussi très compliqué. Sauvegarder un fichier et les retrouver, c'est compliqué. Et sur un smartphone, c'est encore plus compliqué. On a vu aussi que c'est une des causes de difficulté, c'est que les relations humaines sont en train de se réduire. Donc, les guichets et les téléphones. Au guichet, les personnes analphabètes, c'était pas non plus qu'ils étaient super à l'aise. Les personnes en difficulté avec l'écrit, souvent ont des difficultés pour communiquer, même en langage oral, sur une notion administrative, sur un droit. Ils ont souvent des difficultés aussi pour s'autoriser, simplement à dire « je ne comprends pas, madame », pour oser demander, pour oser dire « non, madame, c'est mon droit », par exemple.
Ils se sentent souvent dans une situation fragile face à un guichet. Mais au moins, au guichet, les personnes parlent doucement, plus tranquillement que par téléphone. Les personnes peuvent apporter une lettre qu'ils ont reçue, elles ont reçues et qu'elles ne comprennent pas. Au guichet aussi, elles peuvent se faire accompagner d'un proche qui parle français ou qui est lettré. Donc au guichet, malgré toutes les difficultés qu'il y avait déjà, au guichet, il y avait une option plus claire de comprendre et d'accéder aux droits. Maintenant, beaucoup de services sont en train de remplacer les guichets par les téléphones. Et comme je viens de dire, le téléphone n'est pas la même chose, puisque par téléphone, les gens en général parlent beaucoup plus rapidement. Par téléphone aussi, maintenant, on retrouve des répondeurs interactifs, des menus déroulants, qui sont très difficiles pour les personnes et qui effraient souvent les personnes que nous avons interviewées. Il y a des files d'attente et il y a aussi des coûts. Et donc, j'ai mis ici un exemple de Lamia, qui est une demandeuse d'emploi analphabète, qu'elle se déplace toujours, quand elle a une question, elle se déplace toujours au service d'intérêt général qui soit, et elle évite tout le temps d'appeler par téléphone. Certainement, il y a des personnes analphabètes qui utilisent le téléphone, et, par exemple pour des petits renseignements, pour demander un rendez-vous, et maintenant, on voit aussi que les services sont en train de remplacer le téléphone par des emails. Et donc, à ce moment-là, c'est le vide, si je peux dire, pour les personnes analphabètes. Il n'y a plus d'options. Par rapport aux pertes de repères matériels. Donc, en parlant avec les personnes analphabètes, tu te rends compte, je pense, ou je me rends compte, que les personnes ne se rappellent pas des informations à partir, bien évidemment, d'un agenda, parce qu'ils n'ont pas un agenda, et ils se rappellent à partir souvent des emplacements physiques, d'une lettre qu'ils ont reçue, d'une personne qu'ils ont connue. Mais tous ces repères-là sont en train de disparaître. Et donc, sans ces repères, se situer dans le contexte est de plus en plus difficile. Donc, j'ai mis deux exemples, une lettre et aussi un espace physique. Une lettre, j'ai mis l'exemple de Nour. Nour est une apprenante à Saint-Gilles, au centre d'alphabétisation du quartier de Saint-Gilles. Et Nour m'expliquait qu'elle avait reçu une lettre de la mutuelle sur les conditions du statut BIPO. Le statut BIPO n'existe plus depuis des années. Maintenant, ça s'appelle le statut BIM. Ça montre déjà une certaine méconnaissance des droits actuels. Donc, elle me disait qu'elle avait reçu cette lettre et donc elle est allée, elle est allée parler avec l'agent d'accueil de lire et écrire qui a lu la lettre et a écrit une lettre pour elle. Elle l'a envoyée à la mutuelle. Mais la mutuelle a renvoyé une lettre en disant qu'il y avait un problème. Et nous arrivons au confinement. Et donc, elle a reçu la lettre, elle n'était pas capable de bien comprendre qu'est-ce que c'était écrit. Elle a fait une photo, elle a envoyé par WhatsApp à sa nièce, puisque nous habite seule. Sa nièce a écrit une lettre pour elle. Elle a réussi à l'écrire sur un papier et elle l'a laissé sur la boîte à lettres de la mutuelle. La mutuelle a renvoyé une lettre. À nouveau, Nour a fait une photo de la lettre pendant le confinement et elle a su que le problème était résolu. Si Nour aurait reçu un email au lieu d'une lettre, simplement, elle n'aurait pas su qu'il y avait un problème avec son statut jusqu'au moment qu'elle ne reçoit pas l'allocation. Donc, la lettre est fondamentale pour résoudre plein de problèmes. Pas parce qu'on comprend la lettre, mais parce qu'on sait qu'il y a une correspondance, qu'il y a un problème. Souvent aussi, les personnes savent que la personne... les travailleurs des services savent que la personne a un problème avec l'écrit parce qu'elle vient avec une lettre qu'elle ne comprend pas. Mais sinon, les personnes qui te répondent par téléphone, en général, vont pas penser que la personne qui est à l'autre bout du téléphone ne comprend pas l'écrit. Et donc, quand on demande, vous pouvez par exemple me dire les numéros de factures? En fait, c'est super compliqué pour une personne analphabète de retrouver les numéros de factures, de les dire, etc. Donc, s'il y a les guichets, on peut y aller. Donc, une autre chose qu'on voit quand on parle avec des personnes en difficulté avec l'écrit, c'est qu'elles se rappellent souvent des emplacements physiques à partir des repères physiques. Donc, par exemple, j'ai mis ici, on se rappelle des services à partir d'emplacements physiques. Donc, j'ai mis un exemple, mais qui a été très courant quand j'ai interviewé les personnes, que Marie, je lui ai demandé, vous êtes inscrite à une mutuelle? Oui, laquelle?
elle ne savait pas. Elle sait où c'est la mutuelle, elle sait y aller, mais elle ne sait pas le nom de la mutuelle. Et donc, du coup, si l'emplacement physique disparaît, comme cette personne va retrouver la mutuelle, si en plus il n'y a pas de lettres, donc cette perte de repères matériels fait que les personnes se retrouvent encore un peu plus perdues, un peu plus en difficulté par rapport au contexte. Et une dernière difficulté, c'est la conception et le déploiement des dispositifs en ligne. Les dispositifs sont basés sur le langage écrit, sur un langage écrit qui est souvent assez complexe en plus, et on se demande si c'est un passage obligé. En même temps, la bureaucratie dans notre société est complètement basée sur l'écrit, et donc du coup c'est très très compliqué de changer complètement cette démarche qui est installée dans cette société très lettrée, non? Bon, il y a des autres difficultés par rapport aux dispositifs en ligne, mais je me suis dit que on allait aller vers les conséquences rapidement. Bon, pardon, les conclusions à partir de ces résultats. Et c'est que on me demande souvent, mais quelle formation et quelle durée pour pouvoir accéder aux services d'intérêt général? Donc, d'abord, il faut savoir que les personnes ne partent pas du même point de départ. Donc, pour les personnes analphabètes, c'est apprendre à lire et à écrire, apprendre à calculer, mais aussi apprendre à comprendre les contextes, se situer, oser demander, s'autoriser à exprimer un point de vue. Tout ça, c'est nécessaire pour accéder aux droits. Donc, en plus, ils doivent passer par l'apprentissage de la technologie numérique, qui évolue à une vitesse qui est souvent beaucoup plus rapide que la rapidité des personnes pour apprendre. Donc, on se retrouve avec des processus de formation qui peuvent durer beaucoup de temps. Et donc, du coup, pendant ces temps-là, les personnes doivent pouvoir accéder aux droits et aux services. Donc, quelle est l'option pour ces personnes pendant ces temps de formation? Aussi, on voit souvent que, point de vue, que les autorités agissent comme si c'était une question de formation. Mais la formation est un droit, n'est pas une obligation. Donc la responsabilité d'accéder aux services d'intérêt général ne peut pas tomber sur la formation des personnes qui sont déjà souvent dans des situations précaires et fragiles. Pour moi, l'État doit garantir l'accès. Et c'est une obligation de l'État de les garantir et ce n'est pas une obligation personnelle des personnes. Ce n'est pas une responsabilisation individuelle qu'on doit chercher. Par rapport aux conséquences de la dématérialisation des services d'intérêt général, je fais deux grandes conséquences. La première sur le non-recours aux droits et aux services. La deuxième, on va voir, c'est d'autres conséquences qui sont aussi très préoccupantes. Donc, par rapport au non-recours aux droits et aux services, j'ai repris ici une définition de Philippe Guarin, qui est un chercheur français de l'Université de Grenoble, et que j'ai trouvé intéressant parce qu'il parle de non-recours aux droits, mais aussi aux services. Donc aujourd'hui, c'est fondamental de pouvoir accéder à certains services, aujourd'hui comme hier souvent, mais par exemple, avoir un compte bancaire est fondamental pour pouvoir accéder aux allocations de chômage, ou pouvoir accéder à l'eau, qui est un service, est aussi fondamental pour d'autres droits. Donc, on ne peut pas séparer droits des services d'intérêt général, à mon avis. Voilà, je pense que c'est aussi l'avis d'autres personnes. Donc, Guarin, il parle des trois types de non-recours. Donc, les non-recours par non-connaissance. Quand j'ai interviewé les personnes, il y a plein de données que je pense que les personnes ne connaissent pas. Et donc, c'était difficile à choisir un seul exemple. J'ai choisi l'exemple d'Abdelali, qui est un apprenant du centre d'Alpha de Saint-Gilles et les réfugiés syriens. Et quand je lui ai demandé s'il avait une connexion Internet, il m'a dit que oui, il l'a partagé avec son voisin. Mais Abdelali a un statut BIM seulement pour le fait d'être réfugié. Il dépend du CPS et donc du coup, normalement, il a droit à une connexion Internet, à un tarif social. Mais il ne le sait pas. Il ne le sait pas et donc du coup, il ne sait même pas qu'il a un statut BIM. Du coup, il ne sait pas non plus les droits que cet statut donne.
le non-recours par notre demande. Donc, une personne sait qu'il y a un droit, mais finalement ne demande pas ces droits-ci ou ce service-ci parce que il y a tellement de difficultés pour accéder, ou cette personne n'a pas les capacités pour accéder, qu'elle décide de ne pas les faire finalement. Donc, j'ai choisi aussi 2 exemples pour vous montrer ce type de non-recours. Donc, Farisa, c'est une apprenante qui fréquente une association de Courégem, de quartier Courégem à Anderlecht. Et elle m'a raconté qu'elle est au chômage et que son médecin lui a fait un certificat de maladie pour 1 mois. Donc, normalement, elle a 48 heures pour informer la mutuelle et aussi les syndicats. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, cette madame est allée à la mutuelle qui était fermée. Ensuite, a appelé par téléphone. Elle a été incapable de comprendre l'interlocutrice. Et l'interlocutrice aussi avait des soucis pour les comprendre. Et donc, du coup, a décidé de laisser tomber. Elle n'a pas informé la mutuelle. Elle n'a pas informé les syndicats. Et maintenant, elle a peur qu'Actiris l'appelle pour une offre d'emploi, puisqu'elle n'est pas apte pour travailler pour l'instant, mais elle n'a pas informé. Un autre exemple, c'est Fadela, qui est une apprenante aussi de la même association, qui imprimait ses extraits de compte sur les automates. Maintenant, imprimer les extraits de compte est un service qu'il faut payer. Comme il faut payer et elle a une situation socio-économique très fragile, elle a décidé de ne plus le faire. Et donc, du coup, elle ne sait pas combien d'argent a dans sa compte. Aussi, je vous dirais que bon, Fadela, elle n'arrive pas à utiliser l'application bancaire et que c'est son cousin qui gère sa compte bancaire. Mais au moins, avant, elle me disait, elle pouvait imprimer les extraits de compte et comprendre, savoir quel mouvement il y avait eu. Maintenant, cette option n'est plus possible. Le non-recours par non-réception. Donc, une personne connaît les droits, elle arrive à faire la demande, mais elle ne reçoit pas ce droit. Donc, j'ai mis ici un exemple d'un monsieur qui fréquente les services Alpha Emploi de lire et écrire. Les services Alpha Emploi, c'est un service qui aide les personnes en difficulté avec l'écrit à chercher un emploi, ici à Bruxelles. Et cette personne nous racontait que pendant le confinement, a retrouvé un emploi à temps partiel. Et donc, quand on est au chômage et on retrouve un emploi à temps partiel, on peut faire une demande à l'ONEM pour garantir les revenus. Et normalement, on reçoit une partie du chômage. Et donc, ce monsieur est allé au syndicat qui était fermé. Il a appelé par téléphone, mais personne n'a répondu. Comme il ne sait pas utiliser l'email ni la page web du syndicat, il a opté pour appeler Alicia, que c'est sa conseillère emploi, à lire et écrire. Alicia a appelé les syndicats aussi sans succès et a envoyé plusieurs emails. En attendant, il y a eu un inspecteur de l'ONEM qui est passé par la boulangerie où ce monsieur travaille et il y a eu un PV en disant que la personne n'avait pas informé les syndicats. Et donc, finalement, cette personne a été sanctionnée et ne va pas recevoir le chômage pendant 2 semaines. Évidemment, il pouvait réclamer et il a essayé de le faire, mais à un moment donné, c'était tellement compliqué aussi qu'il a décidé de laisser tomber et simplement ne pas recevoir les compléments de chômage. Une chose qu'on voit tout le temps et que c'est difficile ici de décrire avec un seul exemple, c'est que le non-accès à un droit ou à un service souvent implique le non-accès à d'autres droits et d'autres services. Donc, j'ai mis ici un exemple, c'est que les personnes analphabètes sont en train de renoncer systématiquement, je dirais presque, à la privacité de ces données, donc au droit à la privacité. Je viens de donner l'exemple avec Fadela, que c'est son cousin qui gère sa compte bancaire. Mais les travailleurs avec lesquels j'ai parlé, souvent, ont une petite bloc où ils gardent les PIN, les passwords, les emails des personnes avec lesquelles ils travaillent. Pourquoi? Parce qu'ils se rappellent pas. Et c'est souvent très compliqué de dire, bon, ok, tu ne rappelles pas du PIN de ta carte d'identité, donc tu dois aller à la commune, demander un rendez-vous online, bien évidemment, et demander un autre PIN, ça passe peut-être 2-3 semaines jusqu'à que la personne a un nouveau code PIN. Et donc, du coup,
ils sont en train de simplement garder les PIN, les passwords et les emails des personnes. Et les personnes sont en train de renoncer au contrôle de l'email, de la correspondance, de la compte bancaire, parce qu'ils ne savent pas les faire et ils veulent quand même accéder à certaines choses, à certains droits. Ok. Les autres conséquences que je voulais vous raconter ici sont d'abord les temps consacrés aux démarches administratives. D'une façon peu numérique, j'ai fait un petit dessin parce que c'est difficile de vous expliquer les périples absurdes, kafkiennes qui m'ont raconté les personnes. Et donc, du coup, j'ai fait un petit dessin d'un périple qui est quand même assez simple par rapport au périple que j'ai entendu. Donc, c'est Lamia qui devait renouveler sa carte Activa. La carte Activa, c'est une carte qui permet d'avoir accès à une subvention aux personnes qui engagent Lamia. Donc, c'est une carte qui donne Actiris, que c'est les services d'emploi bruxellois. Donc, qu'est-ce qui a fait Lamia? Comme ils font souvent les personnes alphabètes, la première option, c'est aller sur place. Actiris l'a dit, sur place, on renouvelle pas la carte Activa. Mais bon, Lamia a essayé d'appeler par téléphone à Actiris en disant, peut-être je peux le faire par téléphone, mais la réponse a été la même. Il faut aller sur Internet. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée à une association qui l'aide depuis 10 ans. L'association a été ouverte. Pour l'anecdote, je lui ai demandé comment s'appelle cette association et elle m'a dit, je ne sais pas, j'essaie d'y aller. Je fréquente cette association depuis 10 ans, mais je ne connais pas les noms. Donc, à nouveau, comme je vous ai dit, les personnes se souviennent des services, souvent par l'emplacement physique. Donc, cette personne est allée à l'association. À l'association, il y avait une dame qui l'a aidée avec toutes les démarches online qu'il fallait faire. Mais il fallait donner un email. Et l'email de Lamia est géré par son frère. Donc, elle a appelé son frère. Son frère a regardé son email. Et bon, entre la travailleuse de l'association, Lamia et son frère, ils ont réussi à avoir la carte Activa. Donc, c'est un petit périple qui montre un peu les types de démarches qui font les personnes. Par rapport au coût, on observe qu'il y a certains coûts pour certains services si vous voulez accéder de façon non numérique. Par exemple, on vient de parler d'imprimer des extraits de compte. On voit aussi qu'il y a certains services qui payent plus rapidement si la démarche a été faite de façon numérique, comme par exemple les allocations d'études sont payées plus rapidement si vous faites la demande online. Ou si, par exemple, la déclaration d'impôt. Mais bon, maintenant, la déclaration d'impôt, on n'a qu'une seule option, c'est le numérique. Et justement, j'ai mis un exemple des sanctions qui sont en train de souffrir les personnes. Je dis souffrir parce que je pense que c'est vraiment très injuste. Donc, pendant le confinement, il y a des personnes qui n'ont pas fait la déclaration d'impôt, des personnes qui fréquentent nos associations parce qu'ils ne savaient pas le faire online et qui, en plus, on était dans une situation de confinement. Donc, ces personnes ont reçu des amendes de la part des SP Finance, comme nous raconte Eliane, que c'est une agente de guidance. Pour la petite histoire, Eliane a appelé SP Finance et elle a refait la déclaration d'impôt d'une bonne partie de ces personnes-là, mais elle n'a pas réussi à tout faire. Et donc, il y a certaines personnes qui ont été effectivement sanctionnées. Donc, une conséquence qui n'est pas moindre, c'est qu'il y a une disqualification des personnes. Donc, des personnes qui pouvaient faire certaines choses il y a seulement des années ne peuvent plus les faire aujourd'hui. C'est des personnes en difficulté avec l'écrit, mais c'est aussi beaucoup d'autres personnes. Ce qui implique une perte d'autonomie fondamentale. Les personnes sont en train d'appeler les cousins, les proches, les travailleurs. On voit des cas qui sont quand même dramatique. Par exemple, il y a une madame qui m'a dit que c'est sa fille de 10 ans qui prend l'argent de l'automate parce qu'elle n'est pas capable de le faire. Donc, cette fille de 10 ans, elle dit combien d'argent reste sur le compte bancaire et c'est elle qui reprend l'argent. Un autre exemple, j'ai appelé Nelly, qui est une apprenante d'une association de Laken, pour faire rendez-vous pour un entretien. J'ai écouté ces enfants
en même temps, ces enfants en bas âge, c'était décembre 2020. Elle m'a dit, je ne peux pas faire rendez-vous parce que ma chaudière ne marche pas. Et le plombier m'a dit que je dois envoyer un email en expliquant quel est le problème pour qu'il vienne chez moi. Et donc, j'ai appelé un cousin qui va venir chez moi écrire un email pour que le plombier vienne me réparer la chaudière. Je pourrais vous raconter d'autres exemples, mais ça renforce en fait les inégalités et ça met beaucoup de personnes dans une situation de frustration, une situation de risque aussi par rapport par exemple au fait qu'il y a des personnes qui ne contrôlent plus sa compte bancaire et c'est finalement une violence spectaculaire sur des personnes qui pouvaient se débrouiller seules il y a seulement 2 ou 3 ans ou qui pouvaient un peu accéder à certaines choses. Bon, quelles sont les conclusions par rapport à ces données? Pour moi, je voulais commencer avec le thème que je viens de vous expliquer, l'autonomie. Pour les services d'intérêt général, l'intérêt de numériser, c'est de rendre les citoyens autonomes. Donc, que cette personne, puisse faire les démarches seule, en self-service, si je peux dire comme ça. Pour eux, ça c'est faire autonome aux personnes, non? Rendre autonomes les citoyennes. Pour les personnes avec lesquelles nous avons parlé, être autonome signifie pouvoir aller seul à une gare et pouvoir avoir un ticket. C'est pouvoir faire seul la déclaration d'impôt en allant, comme on allait avant, à la commune où une personne pouvait nous aider à les faire. Donc, finalement, qu'est-ce que c'est l'autonomie dans cette société? Et pour ça, je fais appel à 2 philosophes féministes qui nous disent que finalement nous sommes en train de nier le fait que les personnes ne sont pas autonomes. Nous ne sommes pas autonomes d'abord parce qu'on ne vit pas dans une société autarquique, chic, je ne sais pas comment je dis en français, et on dépend d'autres personnes pour la nourriture, on dépend d'autres personnes pour avoir l'électricité chez nous, on dépend d'autres personnes pour un tas de choses, mais aussi on est des êtres dépendants pendant une bonne partie de notre vie. Quand on est petit, quand on est malade, quand on est plus âgé. Et donc, du coup, quel est le problème de ne pas être autonome ou quel type d'autonomie, plutôt, on veut dans notre société? Donc, je pense qu'il faudrait un débat sur quel type de société on veut et quel type d'autonomie on cherche. Une autre conclusion, que ce n'est pas seulement la mienne, il y a plein d'autres auteurs qui ont arrivé à la même conclusion, c'est que on est en train de responsabiliser les personnes. On est encore sur l'activation généralisée des personnes les plus fragilisées. Et voilà, finalement, est-ce que ce n'est pas une responsabilité collective d'assumer les risques sociaux? Pour moi, c'est assez évident. Mais bon, aujourd'hui, la société nous demande d'être de plus en plus autonomes, de plus en plus responsables, entre guillemets, en même temps que il y a une instauration des processus qui rend fragile, qui rend dépendant à une bonne partie de la population. Une autre conclusion, c'est que, bien évidemment, les services d'intérêt général ne respectent pas les principes juridiques d'égalité et de continuité qui sont forcés de tenir en compte, je sais pas, ou de respecter. Quels sont ces principes? Principes d'égalité, principes de continuité. Donc, les citoyens ne peuvent pas être discriminés par rapport à un service d'intérêt général. On doit pouvoir tous accéder en façon égale au service. Mais aujourd'hui, on voit clairement que ce n'est pas le cas. Et comme il dit un rapport d'Avocats sans frontières, pour moi, nous assistons à une discrimination indirecte des personnes qui sont en difficulté avec les numériques ou en difficulté avec l'écrit, puisqu'ils ne peuvent pas accéder en égalité aux services d'intérêt général et aux droits. Et parfois, ils ne peuvent même pas accéder. Bon, par rapport à tout ça, je voulais faire une réflexion plus large. C'est que les politiciens, les entreprises sont en train d'assumer que c'est une question de temps. Simplement, il faut du temps. Les gens doivent être forcés à utiliser le numérique et un peu de formation, quelques ordinateurs
dans quelques années, tout le monde saura le faire. Mais nous, on travaille en alphabétisation et on sait bien que souvent, l'acquisition des innovations par la population n'est pas seulement une question de temps. Donc, l'apprentissage de la lecture et l'écriture est obligatoire en Belgique depuis plus de 100 ans. Dans des autres pays, c'est aussi obligatoire depuis longtemps. Mais il y a toujours des personnes qui ne savent pas lire et écrire. Donc, ce n'est pas seulement une question de temps. C'est une question aussi de travailler sur les dominations. Et ici, je pense qu'on est simplement en train d'échapper tout ça et de nous dire, voilà, c'est une question de temps. Aussi, j'ai voulu mettre, j'espère que ça ne sera pas trop philosophique, mais il y a un article de 2 anthropologues de l'éducation qui nous dit que la culture peut rendre incapable, peut rendre non valide, handicapé des personnes qui ne savent pas certaines choses, qui n'ont pas certaines connaissances. Parce que finalement, on instaure certaines connaissances comme nécessaires pour se débrouiller dans la société. Et donc, du coup, on voit qu'on installe, on oblige aux personnes à passer par certaines connaissances depuis 2 ans pour se débrouiller dans cette société. Et le reste des personnes sont considérées non capables. On peut parler de 4 Belges sur 10 non capables. Et donc, du coup, bien évidemment, on parle après d'inclusion numérique, mais on donne quelques miettes aux personnes. Allez, voilà, vous pouvez aller à un guichet qui est ouvert lundi de 16h à 18h à Excel. Allez, vous pouvez payer, vous pouvez aller à un espace public numérique où une personne va vous aider. Pardon, mais on est en train de catégoriser comme non valable une bonne partie de la population sur base de certaines connaissances qui sont très récentes, qu'il ne fallait pas les avoir il y a quelques années seulement. Donc, je pense que c'est finalement un débat de société qu'on devrait avoir sur quel type de société on veut. Comment est-ce qu'on peut catégoriser déjà des personnes comme ça et continuer tranquillement à dire que, allez, c'est une question de temps, on va faire des mesures d'inclusion numérique comme vous donnez un ordinateur ou une formation. Quand la formation, comme je viens de dire, ce n'est pas obligatoire. Donc, pour moi, c'est un peu la conclusion, un débat de société, quelles règles sociales il faut changer pour que toutes les personnes soient incluses dans cette société de façon égale. Et bon, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Iria, pour cette intéressante intervention. Alors, je me retourne vers la salle, d'abord, pour voir si vous avez des questions. Je vois que Claire a une question. Claire, tu peux te présenter, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure. Claire Monville, je suis chargée de sensibilisation à lire et écrire en province de Namur. Donc j'avais une réflexion plus dans les régions rurales. Je vois qu'une des premières difficultés pour le public qui habite dans ces régions, je vois Florène dit non, c'est vraiment la mobilité. Maintenant, pour prendre le bus, on ne sait plus acheter un ticket de bus dans le bus. Donc les gens ont même difficile d'aller vers les guichets physiques. On leur dit qu'ils peuvent avoir une carte, mais je ne sais pas si vous connaissez les cartes du TEC. Il faut faire un bac +5 pour s'y retrouver dans les horizons, horizon plus, next plus. Et donc on voit qu'une grande partie du public rural est un peu, je dirais, prostré, désaffilié. Ils ont vraiment difficile d'aller vers les services, vers les formations. C'est pour moi une des premières conséquences de cette dématérialisation, la mobilité dans les régions rurales. Alors là, on n'est pas du tout dans la région rurale, mais est-ce que tu as pu constater la même chose au niveau de Bruxelles et de la STIP et de ces applications mobiles? Oui, justement, il y a 2 jours, on voyait un documentaire qu'on a fait à Lire et Écrire Bruxelles où une dame disait « Je voyage plus parce que je ne sais pas acheter un ticket de train ». Donc, peut-être pas au même niveau, mais on voit aussi des difficultés de déplacement à Bruxelles. Et aussi, les personnes en difficulté avec l'écrit, ils ont souvent des difficultés pour se déplacer dans la ville, dans des espaces nouveaux, dans des nouveaux emplacements. Et donc, du coup, si on fait un guichet à Anderlecht, peut-être ce n'est pas évident pour une personne qui habite à Excel de se déplacer jusque-là. Donc, c'est un autre niveau, mais je vois aussi des difficultés dans les mouvements.
Alors voilà. Je veux bien faire quelques remarques. Pierre Mazet, chercheur en sciences sociales, qui a travaillé 15 ans à l'Observatoire des non-recours au droit avec Philippe Varin, et qui connaît un peu cette thématique du non-recours. Pour souligner peut-être un point de vigilance, parce que c'est l'une des choses qui est compliquée quand on parle de dématérialisation et de non-recours d'une manière générale, sachant qu'on n'a pas d'études qui nous permettent d'affirmer de manière statistique qu'il y a une corrélation entre les deux, même si on a des tas de retours de terrain sur la question des mails, des messages qui se perdent, des ruptures de droit, qui attestent de ça. Parce que c'est pas facile à mesurer le non-recours, mais on va pas revenir là-dessus. Un point de vigilance sur un truc. Mettre la déshumanisation dans la dématérialisation, ça empêche de penser le processus technique, en fait. C'est compliqué sur beaucoup des exemples que tu as donnés. On se rend compte que le problème, c'est pas la démat en tant que telle, c'est le fait qu'il n'y a plus d'interface avec des accueils physiques. Souvent. Qu'il n'y a plus d'interface avec des accueils physiques, c'est-à-dire que les personnes font le déplacement pour aller rencontrer un humain, on va dire, et elles trouvent porte close, et elles n'ont pas d'autre canal de communication qu'elles arrivent à activer. C'est déjà pas mal parce qu'elles peuvent se rendre dans un lieu où elles rencontrent de l'humain, ce qui en France devient extrêmement compliqué. Mais du coup, il est important, à mon avis, quand on pense à la dématérialisation, de distinguer ce qu'est la dématérialisation comme processus technique et politique, et comment elle s'est faite, dans quel contexte elle s'est faite, concomitamment à quoi, pour le dire clairement. On peut dématérialiser, mettre en ligne plein de choses, des démarches, des possibilités d'accès, des prises de rendez-vous, sans nécessairement retirer des guichets d'accès physique. En France, et je présenterai rapidement un peu cet après-midi, ça a été pensé comme ça dans la plupart des pays de l'OCDE Europe, c'est souvent comme ça, parce que ce qui est visé, c'est moins la modernisation des services publics que des économies de coûts de gestion. Donc on gagne un petit peu sur les deux tableaux, mais j'ai envie de dire un peu comme avec les collègues suisses, là où il n'y a pas une disparition des guichets de partout, ce qui est important, c'est moins de critiquer la démat en tant que telle, ou alors sur des questions d'accessibilité technique, numérique, comme on a vu avant, que de continuer de militer pour qu'il y ait des accès physiques, en vrai. Parce que si on a de l'accompagnement physique à tout ça, et qu'on analyse ces exemples à partir de là, on se rend compte que le problème, c'est pas techniquement des compétences. Vous avez même des apprenants qui sont capables de faire des photos et d'envoyer par WhatsApp. Ce qui en termes de compétences numériques est déjà pas mal, pour le coup. Et donc, il n'y a pas un problème de barrière numérique technique. Par contre, il y a quels sont les canaux de communication ouverts pour réussir à faire les démarches ou pas. Et pour le coup, quand on regarde ça par rapport à la question de non-recours, ça change aussi beaucoup de choses. Il y a beaucoup des exemples que tu as cités qui sont des cas de non-recours, qui sont pas liés à la démat, en fait, qui sont les problèmes d'information. Là, ils n'étaient pas sur de la dématérialisation, ils sont le fait que les gens, globalement, ont peu connaissance des aides existantes, etc. Un exemple de non-recours par non-information qui serait dû à la dématérialisation, ce serait que les informations soient uniquement dispensées sur des sites internet et par des mails, ce qui est de plus en plus le cas d'ailleurs. Donc si effectivement on bascule dans un régime d'information sur les droits qui est uniquement numérisé, là on va se retrouver avec un problème de non-recours qui est dû à de la non-information. Mais voilà, il y a des cas intermédiaires, tout n'est pas aussi simple, je pense, tout n'est pas aussi massif. Et du coup, c'est souvent, je pense que c'est important de faire le distinguo entre comment ça marchait avant, c'était quoi les problèmes d'accès aux droits avant, et quels sont réellement les problèmes nouveaux qui ont été, en l'occurrence, entraînés par un processus technique. Parce que je me rends compte que très souvent, il y a un effet de pensée magique sur le numérique dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire que on pense que le numérique va tout résoudre, donc on rend tout accessible, donc il n'y avait pas de problème avant. Et à l'inverse, on pense que tout était mieux avant. Et pour avoir travaillé pendant 30 ans sur les accueils et les guichets physiques des caisses d'allocation familiale en France, je trouve ça assez étonnant maintenant qu'il y a une version idéalisée des guichets d'accueil qui étaient des lieux où il y avait une violence institutionnelle horrible, avec des effets de domination monstrueux, d'asymétrie, et maintenant c'était le sésame. Voilà. Non, c'était pas le sésame, les guichets d'accueil physiques, et je pense que si on est honnête ici, si on peut s'éviter ces expériences de violence symbolique et institutionnelle, on cherchait à se les éviter. En revanche, il y avait des lieux où on était accompagné physiquement, on choisissait ses interlocuteurs, on allait chercher des liens de confiance, mais c'est pas non les guichets institutionnels, c'était quand même pas le paradis sur terre. Hein, voilà. Donc, d'où la question, si c'est le physique qui compte, c'est quel physique, et du coup avec quels acteurs, et où est-ce qu'on trouve des acteurs qui peuvent nous accompagner. Voilà, là-dessus. Deuxième chose, et puis je m'arrête parce que autrement je vais commencer à faire le truc du straprem, c'est vachement compliqué, il me semble, enfin au moins d'un point de vue franco-français et d'un point de vue sociologue des rapports à l'administration, de penser les services de manière générale. On n'a pas, le rapport qu'on entretient avec certaines administrations est hyper spécifique. On n'a pas, en tant que Français, la même relation à sa caisse d'allocation familiale, aux impôts et à notre fournisseur d'énergie. Ça renvoie aussi à des historiques de relations administratives
ou pas. Ça renvoie aux enjeux qui sont derrière ça. Quand la caisse d'allocation familiale ou des droits chômage, la moindre erreur dans ce qu'on fait a un impact immédiat sur sa vie. Ce qui fait que ça met les gens dans une situation très spécifique dans le rapport, enfin d'insécurisation dans le rapport à ça. Ne pas pouvoir prendre son billet de train, c'est hyper enquiquinant, je suis complètement d'accord avec vous. En même temps, ça vous empêche pas de vivre, c'est-à-dire que ça vous coupe pas vos ressources. Ça veut dire que dans votre rapport à l'administration concernée ou à l'organisme, vous n'êtes pas dans un état psychosocial qui est comparable du tout. Et ça, en termes cognitifs, comme on sait, ça a beaucoup d'effets, c'est-à-dire qu'il y a des besoins de réassurance qui sont très diversifiés. Voilà, c'était juste des petits points d'exigence comme ça. Bon, merci. Par rapport à la première question, et je sais que la situation en France est différente et plus grave, mais c'est vrai qu'ici, quand j'ai dit qu'une personne est allée au syndicat et les syndicats étaient fermés, c'est parce que les syndicats encore, les syndicats ou une mutuelle de santé ou un autre espace, normalement étaient ouverts à ce moment-là. Sauf que maintenant, sont fermés. Au début, ils étaient fermés par les confinements. Sauf que maintenant, ça continue, et ça se réouvre pas. Mais les personnes analphabètes, son premier réflexe, c'est toujours d'y aller là. Il y a un emplacement physique, mais qui est fermé. Et après, quand je dis, oui, il y a un téléphone, sauf que les téléphones sont complètement collapsés souvent, ou avec des difficultés que je viens d'évoquer. Donc, oui, ici, il y a un espace physique, mais il commence à ne pas l'avoir, ou avoir des difficultés. Et par rapport au guichet, je suis tout à fait d'accord. Les personnes avaient déjà des difficultés avec les guichets. Ce n'était pas du tout... C'était une violence spectaculaire. Mais c'est vrai qu'au moins, on avait ça. Et qu'on s'est rendu compte maintenant que si on n'en a pas ça, on a encore plus de difficultés. Et donc, du coup, oui, évidemment, c'était difficile de... J'ai beaucoup d'exemples où c'est difficile de décortiquer les difficultés qui sont liées aux non-connaissances de contexte, aux non-compréhension de certaines choses, non-compréhension des droits, et les difficultés liées à la dématérialisation qui, pour moi, c'est la numérisation plus la fermeture des guichets. Donc, c'est pour ça que je parle de dématérialisation. Quand je parle de dématérialisation, ça veut dire que les services ont commencé à fermer les guichets ou les téléphones aussi. Donc, oui, je suis tout à fait d'accord. C'est difficile parfois de décortiquer aussi les périls, comme je viens de dire, sont hyper compliqués. Et parfois, tu vois qu'il y a plein de choses qui s'ajoutent en continuité. Et la difficulté avec la lecture et l'écriture est derrière tout, d'une certaine façon. Et derrière la non-connaissance des droits, derrière la non-compréhension d'un email, ou derrière plein de choses. Donc, pour moi, c'est impossible de jeter la faute seulement sur la dématérialisation. Le fait de ne pas savoir lire et écrire est une complication extrême dans notre société actuellement. Je pense qu'on va passer la parole à Louise pour clôturer pour 12h30 plus ou moins. Oui, merci Ria. En fait, il n'y a pas vraiment de questions, mais je voulais juste peut-être faire le relais de ce qui s'est dit sur le chat, comme on a pas mal de personnes qui suivent et qui se reconnaissent, pour celles qui travaillent dans avec des publics, qui se reconnaissent dans les situations de non-recours. Et qui expriment d'ailleurs leur angoisse après les annonces faites hier que de nouveau on va repasser en télétravail, et donc de nouveau les personnes qui ont on doivent parler avec des interlocuteurs dans les services, vont de nouveau se retrouver face à des télétravailleurs qui ne sont pas du tout outillés pour répondre aux demandes des publics. À ça, on a des personnes qui sont elles-mêmes dans les situations d'être des télétravailleurs qui se rendent compte aussi qu'elles sont pas outillées, et que, ou bien qu'elles doivent, par exemple, dans les situations où elles doivent retenir les mots de passe ou les noms d'utilisateurs, où elles disent en fait nous on n'est pas c'était pas dans nos missions initiales, et maintenant on se trouve en train de devoir faire des répertoires de mots de passe des personnes, etc. Qu'on soit employé dans un bureau d'intérim, par exemple. Alors on doit en fait se charger comme ça. Enfin, il y a toute une série de nouvelles informations sur les personnes, sur les usagers qui sont prises en charge par ces employés-là, où il n'y a pas vraiment de précédent, et c'est une responsabilité aussi qui s'ajoute sur ces travailleurs-là.
Donc ça, c'était une des réflexions aussi. Et puis, il y a aussi, sur la même question des repères matériels et physiques, et de l'importance d'insister sur cette perte de repères, combien elle est importante pour les personnes d'une difficulté de lecture et d'écriture. Donc ça, c'est ce que tu pointes dans ton étude. Donc une personne dans le chat voulait te proposer d'insister sur ce point-là, parce que ça lui semble être important, en effet, de mettre en évidence qu'il n'y a pas seulement, en effet, la complexité administrative ou le processus technique, il y a aussi cette perte de repères matériels et physiques, même si, en effet, comme le disait Pierre Mazet, les relations au guichet étaient peut-être aussi pleines de violences symboliques, mais les repères physiques et matériels ont quand même un rôle dans cette relation au service d'intérêt général, et donc voilà, peut-être que tu maintiennes ce point dans ton étude. Voilà. Merci. Merci. Bon, aussi, mais ça dépasse cette étude. Je me demande quel type d'interaction on va avoir avec une administration qui devient complètement dématérielle. Je pense que ça va changer aussi notre société. Le fait de ne pas avoir, j'espère que ça ne sera pas le cas, mais j'ai l'impression qu'on va vers ça, ne pas avoir des emplacements physiques des institutions qui sont quand même collectifs. Donc, je ne sais pas très bien. Je pense qu'il va y avoir un impact sociétal, mais je n'arrive pas à bien saisir. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux. Donc voilà, je propose qu'on fasse la pause de midi.